La saison des pluies s'annonce difficile. Plusieurs dégâts matériels, des maisons inondées, des goudrons emportés par la violence des pluies. Cette année, les précipitations seront plus fortes qu'en 2017. Les autorités tirent la sonnette d'alarme. L'Amérique sort de l'accord international sur le nucléaire conclu en juillet 2015 après plus de 10 ans de négociations avec l'Iran. Accord sans doute imparfait mais protecteur dont l'AIEA a garanti à 11 reprises le respect par la partie iranienne. Pourquoi ce retrait et quelles en sont les conséquences? La réponse dans la chronologie. Bonsoir. Difficile saison des pluies. Premières pluies qui ont coûté la vie à au moins 2 personnes, sans compter les dégâts matériels. Voitures emportées par les eaux, murs effondrés, goudrons qui n'existent plus que de nom. Notre reporter Olivier Iriebi fait le constat de la situation. Encore des dégâts. Alors qu'elle ne fait que commencer, la saison des pluies s'annonce comme un cauchemar pour les populations. De Yopougon à Koumassi, en passant par Abobo, Adjamé, Cocody et Plateau, la forte pluie qui s'est abattue vendredi matin sur le district d'Abidjan a fait de nombreux dégâts. Les zones qui sont un peu où il y a les bas-fonds là, en tout cas ça a été très difficile. Des personnes qui sont sorties et ramasser les effets pour venir chercher du secours. En déposant certaines qui sont là aussi, ils en profitent pour voler ces choses-là. J'ai été bloquée quelque part là, à cause de la pluie. J'ai regretté du fait que je n'ai pas assisté au cours du professeur. Puis il y a certains amis qui étaient venus tous mouillés. Quand il pleuvait, le vent a brisé certaines vitres de notre classe. J'ai une camarade même qui a failli être blessée par les débris des vitres. Dans la plupart des communes du district d'Abidjan, le constat est le même. Clôture cédée sous la pression du vent et des eaux. Commandement supérieur de la gendarmerie, Polyclinique internationale Sainte-Marie, hôpital militaire d'Abidjan, des clôtures écroulées ouvrent la porte à l'insécurité. Les autorités multiplient les appels à la prudence, les populations invitées à préserver leur vie en quittant les zones à risque. Je voudrais rappeler les conseils à l'endroit des populations. Écouter les messages, se mettre à l'abri lorsqu'on est dans des zones difficiles, mais aussi il faut libérer les ouvrages d'assainissement. Les caniveaux, ne jetez pas des ordures dans les caniveaux parce que ce sont ces caniveaux-là qui sont amenés, qui sont construits pour pouvoir écouler les eaux de pluie. Et puis il faut qu'on s'assure aussi que les directives qui sont données par l'État de Côte d'Ivoire sont respectées. La saison qui ne fait que commencer promet de fortes pluies selon les spécialistes. Les enfants du village SOS d'Abobo ne sont pas seuls. En plus des cellules familiales mises en place pour leur éducation, une ONG vient de leur offrir des vivres et des non-vivres. Cette organisation est aux côtés de ces orphelins et enfants abandonnés depuis plusieurs années en vue de contribuer à leur épanouissement. Redécouvrons le village SOS d'Abobo avec nous, Sangaré et Franck Quadio. Créé en 1971, le village d'enfants SOS d'Abobo est un centre d'accueil dédié aux enfants défavorisés. L'admission, c'est les enfants qui sont abandonnés qui arrivent ici. Les enfants, nous avons les 10e également qui arrivent ici. Et puis les enfants orphelins complets qu'on peut accepter ici. Il y a la pouponnière qui nous envoie certains enfants. Maintenant, de plus en plus, il faut passer par la DPE pour voir s'il y a de la place. Il peut nous envoyer les enfants pour qu'on puisse s'en occuper. Dans ce village, des cellules familiales sont mises en place pour permettre aux enfants de bénéficier d'un amour maternel et familial. La maman constitue le pilier même de cette famille-là. C'est la maman qui fait un peu tout autour de l'enfant. Quand l'enfant arrive, on lui confie l'enfant. Donc l'enfant doit faire en sorte que l'enfant soit son enfant. Nicole est responsable de l'une des 13 familles que compte le village. Dans cette maison, elle est chargée de l'encadrement et de l'éducation des enfants qui sont à sa charge. J'ai 6 enfants à ma charge. Au quotidien, c'est le train-train d'une famille normale. Parce que ici, c'est des enfants avec leur maman. Le matin, il faut leur donner leur bain. Ils prennent leur petit déjeuner, on prépare leur sac, on les habille, puis on les accompagne à l'école. Mariée et mère de 3 enfants, sa semaine, elle la passe entre les enfants du village et sa famille biologique. C'est naturel, c'est quelque chose qu'on ne force pas. C'est le même amour que nous donnons à nos enfants biologiques, que nous donnons également à ces enfants-là. Quand j'ai mes jours de repos, je m'occupe de ma famille. Et quand je suis au boulot, je m'occupe ici également de ma famille. Donc c'est 2 familles à moi. Plus d'une centaine d'enfants y résident et les besoins alimentaires s'en posent. C'est donc pour renforcer ces besoins que l'ONG Immigration Canada offre un important don en vivres
Un don composé de sacs de riz, des cartons d'huile, des pâtes alimentaires, des cartons de sucre et de lait, des boîtes de tomates et de conserves. Le village a reçu également des maillots et des ballons de football, ainsi que la somme de 200 000 francs CFA. Le défi pour nous, c'est de pouvoir modéliser tout ça à l'avenir et prendre des enfants en charge d'un bout à l'autre. Ça fait partie de notre ADN, l'implication sociale. L'ONG donatrice n'est pas sa première action. L'année dernière, elle avait offert des dons en vivres et non-vivres au village d'enfants SOS d'Abobo. Journée de prière pour les personnes décédées lors des différentes crises en Côte d'Ivoire, une journée initiée par la communauté musulmane de la commune d'Adjami. Une journée de prière en hommage aux martyrs des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire de 1999 à 2011, l'initiative de la communauté musulmane d'Adjamé-Williamsville. À travers cette journée, les initiateurs entendent amener la communauté musulmane, mais aussi l'ensemble des Ivoiriens à se souvenir de nos disparus, afin de poser des actes qui vont favoriser une paix durable en Côte d'Ivoire. Organisé depuis 1999, jusqu'en 2011, le pays était dans une crise. Donc il est important pour nous qui avons survécu à ces crises-là de rendre gloire à Dieu, mais de ne pas aussi oublier nos morts. Parce que s'ils étaient là, ils allaient aussi prier. Mais comme ils ne sont pas là, c'est à nous de prier pour eux. C'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie. Nous sommes à notre 4e édition. Pour marquer leur adhésion à cette cérémonie de prière qui a eu pour terme préserver la paix par la cohésion sociale, les participants sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan. Tous, au cours des différentes interventions, ont appelé les Ivoiriens à cultiver la paix afin que plus jamais la Côte d'Ivoire ne vive une autre crise qui va freiner son développement. Avant la cérémonie hommage, les guides religieux ont procédé à la lecture du Coran afin d'implorer Dieu pour qu'il accepte l'âme de nos illustres disparus. Au moins 11 personnes ont été tuées et 41 blessées aujourd'hui dans des attentats suicides contre des églises en Indonésie. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique et implique 6 membres d'une même famille, dont 2 enfants. Au Kenya, en mai 2016, le gouvernement kenyan annonce la fermeture du camp de Dadaab qui compte alors près de 350 000 habitants, principalement des Somaliens. 2 ans plus tard, le camp n'est toujours pas fermé et l'incertitude règne sur son avenir. Fartoun vit avec ses 11 enfants ici à Dadaab, après avoir fui la sécheresse et la guerre civile en Somalie en 2010. Depuis, elle vit sous la menace de la fermeture du camp annoncée par le gouvernement kenyan en 2016. J'avais entendu que si par malheur nous n'arrivions pas à quitter le camp, nous serions tabassés et forcés à partir. Dans le cadre du programme de rapatriement volontaire lancé en 2014, 75 000 Somaliens reçoivent une aide financière pour retourner dans leur pays. Fartoun en fait partie, mais après avoir passé la frontière, son convoi est attaqué. Sur le chemin, des Dolans nous ont capturés et gardés en otage pendant 2 jours. C'est là qu'ils nous ont violés et torturés. Après avoir frôlé la mort, Fartoun décide de revenir au camp, mais le retour est difficile. Prétextant la préparation d'attentats par les islamistes somaliens Shebab depuis le camp, le gouvernement kényan a annoncé sa fermeture en mai 2016, à l'approche d'échéances électorales. Depuis, il n'accorde plus automatiquement le statut de réfugié et les ONG se plaignent de coupes financières drastiques. La première chose que les donateurs nous disent, c'est pourquoi lancer des programmes à long terme. Ils se demandent pourquoi faire des programmes sur le long terme si le camp va bientôt fermer. Le programme alimentaire mondial a réduit de 30% les rations alimentaires pour les réfugiés du camp. L'avenir ici reste donc incertain, mais pour Fartoun, hors de question de retourner en Somalie. L'Allemagne à la recherche des disparus de la Deuxième Guerre mondiale. De très nombreux Allemands cherchent encore des membres de leur famille, militaires ou civils, disparus à la fin de la Deuxième Guerre. Leur demande atterrit sur le bureau du service des recherches de la Croix-Rouge allemande à Munich, créé à la fin du conflit pour établir le sort de quelques 20 millions de disparus. Dit-il, Heubel n'a pas revu son père depuis ses 10 ans. Soldat dans l'armée nazie, interné en Autriche à la fin de la guerre, il n'a plus redonné signe de vie. Aujourd'hui âgée de 83 ans, elle n'a jamais arrêté ses recherches. J'ai le petit espoir que peut-être quelqu'un, quelque part, se souvienne de lui.
parce qu'ils étaient ensemble. Sinon, je ne chercherai plus. Je me dis que peut-être que quelqu'un lira quelque chose ou sait quelque chose. Dit-il, a pris contact avec le département des recherches de la Croix-Rouge allemande à Munich. Ce service d'archives, créé en 1945, aide les familles à retrouver leurs proches. La plupart des 20 millions de disparus ont pu être identifiés depuis les années 50, mais certains cas n'ont jamais été résolus. Il y a encore 1,3 million de destins qui ne sont pas clarifiés. Et en vérité, ils ne le seront sûrement jamais. Les soldats morts dans des camps contrôlés par l'armée soviétique sont particulièrement difficiles à identifier. En cause, des noms mal orthographiés ou des dates de naissance erronées inscrits dans les registres. C'est peut-être le cas du père de Diethild. L'enquête de la Croix-Rouge n'a jamais abouti. Cela va m'accompagner jusqu'à ma mort. C'est un destin qui ne sera jamais résolu. Avec la disparition progressive des témoins de l'époque, le service des recherches de la Croix-Rouge va devoir arrêter son activité en 2023, laissant dans l'ombre pour l'éternité les cas de ces disparus de la guerre. C'était une promesse de campagne. Le mardi 8 mai dernier, Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Trump confirme le rétablissement des sanctions économiques pour les entreprises engagées dans des échanges avec l'Iran. Le décryptage de la décision américaine. Quels sont les faits? Donald Trump a annoncé mardi 8 mai le désengagement américain de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Un discours qui ouvre une période de grande incertitude sur le front des relations internationales. L'accord sur le nucléaire iranien est supposé limiter l'enrichissement d'uranium du pays et lever les sanctions économiques prises à l'encontre de Téhéran. Cet accord a été paraphé par l'Iran et la coalition du P5+1, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne. Le président américain annonçant le rétablissement des sanctions nucléaires américaines contre le régime de Téhéran. Que contient ce traité? Long de 109 pages, l'accord sur le nucléaire iranien repose sur 3 principes. La réduction des capacités nucléaires jusqu'en 2025. L'Iran ne peut enrichir l'uranium que jusqu'à 3,67% pendant 15 ans. C'est suffisant pour du nucléaire civil destiné à la production d'électricité et à la recherche, pas pour du nucléaire militaire. Jusqu'en 2015, l'Iran ne pourra pas construire de nouveaux sites d'enrichissement d'uranium. Seul celui de Natanz dans le centre du pays peut être utilisé. Des inspections régulières de l'AIEA, l'agence internationale est chargée des inspections régulières de l'AIEA. L'agence internationale est chargée des contrôles de tous les sites destinés à l'enrichissement nucléaire. Pendant 25 ans, les 150 inspecteurs de l'agence auront accès aux mines d'uranium et aux sites de fabrication du yellow cake, du concentré d'uranium indispensable à la construction d'armes nucléaires. Si l'accord est respecté, les sanctions économiques et financières prises depuis 2006 en réaction à la course au nucléaire de Téhéran seront progressivement levées. Pourquoi Trump se retire-t-il de l'accord sur le nucléaire iranien? Trump dénonce un accord désastreux au cœur d'une fiction géante selon laquelle un régime meurtrier désirait seulement un programme nucléaire pacifique. Le président américain dit avoir la preuve définitive que cette promesse iranienne était un mensonge. Quelles sont les conséquences du retrait des États-Unis au plan économique? Le chef de la Maison-Blanche a promis d'appliquer le plus haut niveau de sanctions économiques, y compris contre toute nation qui aiderait l'Iran dans sa quête de l'arme nucléaire. En pratique, la Maison-Blanche cesse de recommander au Congrès que l'Iran soit exonéré des sanctions américaines prises en 2012
contre ses exportations de pétrole. Un autre éventail de sanctions touchant le secteur financier, les assurances, les transports et le commerce maritime vient à échéance le 11 juillet prochain. Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a indiqué, après l'intervention du président, que les sanctions entreraient en vigueur immédiatement pour tout nouveau contrat avec l'Iran. Pour les accords antérieurs, les entreprises bénéficieront d'une période de transition de 90 à 180 jours. Ces délais ainsi que la menace de mesures supplémentaires sont présentés par la Maison-Blanche comme une occasion et un moyen de pression sur les Iraniens et les Européens pour aboutir à un nouvel accord. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.